Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui reprennent un peu leur souffle. On voit un CAC 40 et des indices européens qui sont en baisse marquée, une baisse de 1,5% pour les grands indices européens. Après 2-3 séances de violents rebonds. La séance d'hier a été d'ailleurs le symbole de cette reprise qui s'est jouée en quelques heures, en quelques séances pour le dire, mais qui a permis au CAC 40 de revenir sur le niveau des 6000 points avec ce rebond de 4% hier, qui n'est pas anodin évidemment. Un environnement de marché très complexe, des questions techniques, des questions de fin de trimestre, début de trimestre également, qui peuvent expliquer peut-être ce phénomène de marché. Mais néanmoins, il s'est passé hier quelque chose et les marchés reprennent un petit peu leur souffle aujourd'hui, ce qui paraît assez légitime dans un environnement, je le disais, complexe, où la nouvelle conversation qui monte chez les investisseurs est de savoir si les risques de déstabilisation du système financier, pour le dire simplement, vont pousser les banques centrales à peut-être dévier de leur objectif de lutte contre l'inflation. Quand on écoute les derniers discours des membres de la Fed ou de la Banque centrale européenne, on reste déterminé au sein de ces grandes banques centrales face à un objectif d'inflation à 2% qui est loin d'être atteint encore aujourd'hui. Voilà donc l'ambiance du moment. Dans ce contexte, l'OPEP et ses partenaires, l'OPEP+, comme on l'appelle désormais, a décidé de baisser de manière assez importante sa production. Une baisse de 2 millions de barils par jour qui est décidée en ce moment à Vienne, partant alors des quotas objectifs de l'OPEP. Beaucoup de pays de l'OPEP ne sont pas déjà à leur quota de production officiel et donc la baisse réelle de production de l'OPEP sera plutôt de l'ordre de 880 000 barils par jour selon les estimations notamment de Bloomberg. Le marché pétrolier avait anticipé déjà en partie cette décision puisqu'on a vu déjà depuis une semaine les cours du pétrole rebondir d'un peu plus de 5%. Décision donc qui a été prise aujourd'hui par l'OPEP+. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous intéresserons particulièrement ce soir au secteur de la santé et des pharma avec un spécialiste du secteur, Éric Le Bérigot, Managing Director chez Stifel et analyste spécialiste du secteur de la santé qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les infos clés de marché chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. 4% de hausse hier pour le CAC. Il fallait bien reprendre son souffle et c'est chose faite en cette fin de journée avec une baisse de l'ordre de 1% à Paris. Oui, le rebond d'hier n'est plus. Le CAC est repassé sous les 6000 points dès la première heure, sous l'effet des derniers indicateurs d'activité pour la zone euro. Ils indiquent qu'une récession y est quasi inévitable. En septembre, l'activité économique s'y est fortement contractée. L'indice PMI des services, publié ce matin, ressort à 48,1 contre une première estimation flash à 48,2. En août, il s'établissait à 48,9. Et puis, dans ce contexte, donc, l'OPEP et ses alliés ont décidé aujourd'hui, nous l'apprenions vers 16h, de réduire leur production de pétrole de 2 millions de barils par jour, soit la diminution la plus importante depuis la pandémie. Et puis parmi les indicateurs du jour, les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis avec l'enquête du cabinet ADP qui montre que ces créations d'emplois se sont accélérées en septembre. Elles apparaissent supérieures aux attentes. D'après le dernier rapport d'ADP, elles sont au nombre de 208 000 contre 200 000 attendus. Les créations pour le mois d'août ont été révisées à 185 000. ADP explique la légère amélioration des créations par la réouverture des écoles et l'apaisement de la pandémie. Et puis, toujours aux États-Unis, le déficit commercial continue de se réduire du fait pour l'essentiel d'une baisse des importations, alors que les exportations sont également en léger retrait.
Et puis on notera également la bonne surprise sur le front de l'industrie en France pour le mois d'août. Selon l'INSEE, en août, la production industrielle a rebondi après un recul en juillet. Elle était attendue stable. La production s'est reprise dans la plupart des grandes branches. On remarque une nette hausse dans les matériels de transport, notamment dans l'automobile. Et puis du côté des valeurs et des secteurs qui marquent l'actualité aujourd'hui, on notera que les secteurs bancaires et de l'automobile sont les plus affectés dans cette séance de baisse. Oui, avec des baisses importantes pour Michelin, Faurecia et Valeo. Idem pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Également sensible, on retrouve Unibail Rodamco, Westfield dont le titre chute. Demain, nous surveillerons le compte-rendu de la réunion de septembre de la BCE. Les chiffres des ventes au détail dans la zone euro du mois d'août seront publiés en milieu de matinée. Du côté de l'Allemagne, nous parviendra un peu plus tôt l'évolution des commandes à l'industrie pour la même période. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de 4 Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-Jacques Friedman de nous accompagner également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Vous êtes Grégoire. directeur des investissements de Vega IM et à vos côtés Louis Defels, DG et responsable de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui fait le marché en ce moment Jean-Jacques et est-ce que l'idée d'un rebond en ce début de mois d'octobre, c'était l'idée des dernières séances, est une idée valable, ou en tout cas une idée à considérer après un mois de septembre qui a été à nouveau très douloureux. On a reperdu 10% en ligne droite quasiment par rapport au sommet de mi-août qu'on avait atteint sur les indices américains et européens. On est retombé sur des points bas à la fin du mois de septembre, au cours de la séance du 29 et 30 septembre. Et puis depuis, il y a eu cet enthousiasme retrouvé de la part des investisseurs qu'on a peut-être du mal à comprendre. Alors, au niveau des flux et de ce qu'on peut voir, j'ai quand même vu en juillet août des gérants, des clients qui trouvaient quand même qu'on ne pouvait pas réintégrer le range d'avant Covid et qui avaient plutôt allégé. Et là, j'ai vu aussi un peu la même chose. Donc, ce n'était pas quelque chose de totalement inattendu. On l'a fait nous, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait, de revenir un petit peu par rapport au niveau de valorisation. Et puis derrière, le débat, peut-être, c'est aussi est-ce que la Fed va changer d'optique, etc. C'est vraiment le débat en cours. Et je trouve que le débat, il est posé un peu curieusement, parce que l'inflation, ce n'est pas le but ultime en soi. Le but, c'est la stabilité des marchés, c'est d'arriver à ce que le financement des États puisse continuer à se faire. Et donc, s'il y a souvent ces réactions épidermiques, c'est que malgré tout ce qu'on dit, derrière le discours de la Fed, il y a toujours une forme de doute malgré tout sur la possibilité de le faire. Ouais. Il y a un doute. Oui, j'entends. Ouais. Et ce doute, parce que la dernière fois qu'on a eu un doute, ça a donné le rallye du mois de juillet. Oui. Effectivement, on a repris 15-20% même Oui. sur le Nasdaq en quelques semaines. Oui. Ce doute, il a vite été rattrapé par la patrouille au moment de Jackson Hole avec le discours de Alors, je Jérôme Powell. ne ferai pas référence à juillet-août, mais plutôt peut-être à ce qui se passe souvent avant le chiffre du CPI US, quoi. C'est plutôt ça, c'est-à-dire un rebond de moindre ampleur quand même, parce que ce qui s'est dit après Jackson Hole reste dans les esprits, même si ça peut être contestable sur le fait que Powell s'exprime tellement, avec tellement de fermeté, enfin je veux dire, voilà, ça peut être compliqué, mais je pense que plus la référence, c'est un chiffre d'avant CPI qui peut être le cas. Mais je pense que beaucoup d'opérateurs, notamment sur l'obligataire, ont quand même ce doute-là. Alors on était revenu finalement dans les futurs sur taux courts à ce que racontait Powell était totalement intégré. C'est-à-dire 4,60, enfin on y arrivait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un doute sur ça, là au moins c'était complètement intégré. Et ensuite, il y avait l'idée peut-être d'une pause. Je pense que les gens, vraiment le sentiment sur la récession, sur les résultats d'entreprise, ça, il y a pas tellement de doute possible à avoir, ça va bien sûr décliner, et le marché anticipe moins que les perspectives des analystes. C'est plutôt sur l'aspect dénominateur et sur l'aspect taux, où là je pense qu'il y a
une fois possible. Alors les gens, on parle, beaucoup de personnes ne se mettent quand même pas surpondérés parce qu'il y a l'hypothèque géopolitique. Je veux dire que les deux événements principaux, c'était l'attaque du gazoduc Nord Stream et donc la possibilité d'une attaque aussi qui pourrait pénaliser notamment les importations allemandes en provenance de Norvège. Mais paradoxalement, lorsque ça a craqué au niveau anglais, les gens se sont dit c'est bien la preuve finalement qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les taux et qu'on est peut-être déjà rentré, non pas dans une japonisation de l'économie, mais on ne peut pas agir. Un coup, ça peut être les fonds de pension qui peuvent craquer. À un autre moment, c'est le budget des États qui ne sera pas financé. Et ça, c'est quand même l'objectif ultime. L'inflation, c'est un moyen pour y parvenir. Donc il y a cette idée. Je trouve que ce qu'on a... Donc il y a un mandat au-delà de l'inflation qui est le mandat suprême de la stabilité financière. Voilà. Exactement. Et donc, ce qu'on a vu avec la Banque d'Angleterre, finalement, ça rassure les investisseurs dans le pragmatisme, d'une certaine manière, des banques centrales qu'on trouvait peut-être très dogmatiques jusqu'à présent sur la question de l'inflation. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on les croit absolument quand elles ont ce discours, alors qu'elles ont pu avoir des discours opposés il y a un an et demi. Donc, à chaque fois, elles peuvent jouer un peu avec nous. Et il y a un jeu de l'émetteur et du récepteur. Et deux, elles peuvent se tromper en plus. Voilà, il y a deux éléments. Donc je pense que le marché a toujours cette idée en tête. Et les rebonds comme ça témoignent du fait qu'on se dit cette quadrature du cercle, elle est impossible à réunir. Et que dans le fond, il y a l'idée qu'ils veulent absolument tuer dans l'œuf l'inflation très très tôt pour qu'ensuite les États puissent se financer avec des taux d'intérêt réels négatifs ou au pire neutres. Il y a quand même cette idée-là, le fait de casser très rapidement ces anticipations. Et on n'aura pas besoin, vous pensez... Ce doute, il est permis aujourd'hui, il est légitime. On ne sera pas obligé de passer par peut-être plusieurs mois, plusieurs trimestres de taux réels positifs, comme signalé par la Réserve fédérale américaine dans ses projections. On pourra peut-être revenir plus vite que ce qu'on imagine à des taux réels de long terme négatifs. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que les idées changent extrêmement rapidement. Je suis d'accord. C'est tout à fait possible, oui. Alors, mais dans le discours des banques centrales, et notamment de la Fed et de la BCE, il n'y a pas de place pour le doute à ce stade. Ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de contraintes, etc. C'est-à-dire que quand ils le font, ça renforce le dollar. Il y a quelques impacts négatifs, mais il y a surtout un impact positif avec la hausse du prix du pétrole. Alors qu'en Angleterre, et même sur la Banque centrale européenne, c'est plus difficile. Vous voyez, par exemple, on avait l'idée que les chiffres d'inflation continueraient à être médiocres en Europe, notamment du fait de la faiblesse de l'euro, du fait de la crise énergétique, moins aux États-Unis, mais que si les États-Unis calmaient leur hausse des taux, en Europe, on ne monterait pas davantage les taux parce qu'on le fait juste par rapport à la parité euro-dollar. 6,3 pour le core CPI du mois d'août, plus 0,6% sur un mois. Oui. Oui, mais oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, la progression de l'inflation, il peut y avoir un saut quantique sur l'inflation. C'est ça qui est important à voir. La marche à la baisse, elle peut être rapide. À un moment donné, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction des commodities qui ont baissé. Après, il y aura justement des éléments sur les loyers qui seront... sur l'inflation, ça sera un peu plus calme, l'inflation salariale, mais sur les loyers. Donc le marché a quand même ça en tête. Ouais. Donc le marché est à nouveau sur la piste du pivot de la Fed. D'une sorte de pivot de la Fed. Oui, d'une sorte de pivot de la Fed. Bien sûr. Mais toujours. Oui. C'est le bon moment de repartir en chasse du pivot de la Réserve fédérale américaine ou pas? Après, c'est intéressant ce qui s'est passé vraiment le mois de septembre. C'est le fameux peut-être sell-off qu'on attendait depuis longtemps. On en a parlé depuis 2 mois. Ce fameux sell-off, en tout cas, c'est vraiment arrivé au niveau de la liquidité, parce que notamment sur les small et mid cap, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a vu beaucoup de rachats, vraiment des sell-off avec des titres qui chutaient de 10-15% sans plus aucun carnet qui était complètement vide. Ça, c'est des premiers points positifs. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que vous savez, quand tout le consensus pense la même chose, tout le monde est redevenu long dollar, tout le monde est revenu long défensif depuis longtemps. Et ça, c'est intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, nous, on attendait chez Glussac Gestion des PMI sous les 50. Ça y est, on y est, c'est bien ancré. En Europe? En Europe, oui, aux États-Unis, c'est vrai que là, on a encore eu des bons chiffres, mais en tout cas, dans beaucoup d'autres pays, on va clairement arriver dans une récession, en tout cas manufacturière, des biens durables. Donc là, clairement, on y est. Et je trouve que, vous savez, le marché, c'est toujours la même chose. C'est entre l'inertie, le temps, des résultats et le marché boursier. Mais aujourd'hui, on est arrivé sur des niveaux de valorisation sur certaines sociétés, on va dire cycliques. Vous savez, normalement, les valeurs cycliques, il faut les acheter quand elles ont plutôt en bas de cycle, donc quand elles ont des PE élevés. Et là,
pour la plupart, certaines commencent vraiment à faire des warnings, à arriver et à donner quelques chiffres. Donc souvent, elles ont été tellement massacrées, il suffit que finalement elles publient à peu près en ligne, et on va voir que beaucoup, on va voir avec la puissance du T3, si elles donnent un minimum de visibilité où on peut en rassurer sur les problèmes de production, des prix du gaz, de l'électricité, mais vous allez voir que souvent, elles vont remonter. L'élastique a été tendu beaucoup trop fort, et c'est assez positif. Donc pour la première fois depuis des années, on remet des valeurs cycliques en portefeuille. On y va doucement. Hein, voilà, faut pas faire all-in tout de suite. Hein. Les mois d'octobre sont souvent assez compliqués après un mois de septembre. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ces valeurs cycliques se peuvent faire. Donc vous l'avez souvent sur les small et mid cap. Bon, pour l'instant, il y a toujours le problème thématique de liquidité qui n'est pas là. Donc faut pas non plus se précipiter. Mais souvent, les mois de novembre, décembre sont des bons mois. Et souvent, on sait que voilà, une fois qu'on est sous les 50, c'est entre 4 à 6 semaines, souvent on va arriver. Donc c'est pour ça que dans les prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir privilégié en portefeuille. Peut-être prendre des profits sur toutes les valeurs qui sont surdétenues, les Total, les valeurs de la défense, qui ont très très bien joué leur rôle de défense, et commencer à être un peu plus contrariant. Alors, si on ne le fait pas maintenant, parce que là, vous avez eu toutes les mauvaises nouvelles. Et vous dites sur des cycliques, là, on a trouvé des niveaux de valorisation qui laissaient entendre qu'on avait perdu tout espoir de futur pour ces valeurs-là. Ah, mais il y a des sociétés... Alors, dans les small et mid cap, c'était plus un problème, je pense, de flux de liquidité, avec des sociétés qui sont quasiment largement sous leurs fonds propres, sachant qu'elles n'ont pas de goodwill, donc de goodwill, c'est la survaleur, et aussi, surtout, elles sont cash net. Hein. Il y a des sociétés, contrairement à la crise de 2008 ou de 2012, qui ont des cash au bilan, qui vont beaucoup mieux, qui ont des business models beaucoup plus sereins et qui ont créé de la valeur depuis longtemps, et qui se payent maintenant au même niveau que les valorisations de 2008 ou 2011-2012 selon les valeurs. Voilà, il y a pour parler peut-être plus de large cap aussi, une société comme Michelin, que beaucoup de gens connaissent. Parce que c'est une société qui baisse encore fortement aujourd'hui. Michelin qui paie encore aujourd'hui. Je pense que même dans les grosses crises, elle ne s'est jamais payée sous les fonds propres. C'est une société qui génère du free cash flow année après année. Bon, ils ont peut-être un peu de goodwill parce qu'ils ont fait des acquisitions récentes qui sont peut-être un peu chères. Mais néanmoins, on arrive sur des niveaux de valorisation complètement débiles sur certaines valeurs. Donc, OK, on va y aller doucement, mais ça va être le moment peut-être d'aller sur certaines valeurs et d'arrêter le long dollar, long défensif, etc. Donc c'est vrai que je pense que... Les grands macro-trades, là, devraient arrivent à épuisement d'une certaine manière. Voilà, donc nous, c'est ce que l'on espère. C'est vrai que ça serait quand même une bonne nouvelle si l'euro remontait, parce que c'est vrai qu'en tout cas, l'euro va être clairement très positif pour les résultats du troisième trimestre. Il y a plusieurs grandes sociétés qui ont déjà donné en anticipation du troisième trimestre l'impact positif sur le chiffre d'affaires et aussi sur les bénéfices par action. Mais clairement, même si l'euro remontait un peu au niveau inflationniste, parce que ça serait quand même bien quand on a payé les factures énergétiques, surtout en ce moment, on a vraiment l'hiver. Donc voilà, donc on est plutôt positif parce que quand on regarde toutes les mauvaises nouvelles, parce qu'au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? La plupart des entreprises ont commencé à certaines quantifier en disant si le prix de l'électricité reste comme ça entre 300 € ou 400 € du mégawattheure, ben c'est simple, on n'a quasiment pas d'EBITDA pour certaines. Donc on va arrêter de produire. Le président même Macron a dit ne signez pas tout de suite, parce qu'il y a pas mal de couvertures qui vont se terminer en fin d'année, donc quid de 2023. Donc c'est vrai que le premier trimestre 2023 va être très 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 compliqué, mais voilà, on le sait que c'est là. Et c'est vrai que le marché rebondit souvent avant. Regardez la grosse crise de 2000-2009 qui n'a rien à voir avec aujourd'hui parce qu'au niveau de la liquidité, les banquiers centraux, l'argent circule encore. Bah, c'était le premier trimestre 2009 où il y avait quasiment plus d'activité et le marché avait rebondi en mars 2009. Oui, bien sûr. Les points bas. Et il ne faut pas oublier... On était tombé à 8 de PS sur les actions européennes. Oui, pour la grande crise financière. Là, on est à 11 fois aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que même si les banquiers centraux sont plus là, on peut reparler du pivot, mais on voit quand même que les États jouent leur rôle de tampon entre le bouclier fiscal, l'Allemagne qui met 64 milliards, l'Italie. Mais j'entends quand même que dans cette phase très macro, dirigée par les banques centrales, la fonction de réaction des banquiers centraux, des politiques, etc., il y a quand même, la valorisation quand même là a interpellé beaucoup de monde dans le marché et a même suscité et déclenché des velléités de réinvestissement. Voilà une autre valeur assez cyclique qu'on pourrait nommer Trigano, qui a quasiment pris plus de 20% sur ses points bas, parce qu'ils ont un carnet de commandes hyper long. Ils ont même décidé d'arrêter de produire, de prendre des commandes pour pouvoir livrer. Parce que maintenant, on reparlera peut-être de l'inflation, mais on voit que maintenant, il y avait des problèmes de livraison, des problèmes de supply chain, de logistique. Et là, ça commence à aller mieux. Ils commencent à être livrés, donc ils vont pouvoir être livrés. Et les niveaux de valorisation étaient arrivés à un niveau complètement débile, sachant que c'est des sociétés qui sont en cash net. Donc même s'ils ont des problématiques... Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le marché, c'était un peu, là, il est un peu
en tout cas, comme avec le Covid, comme on ne sait pas l'impact de la crise énergétique, on balance tout. Et puis après, on va réfléchir. Voilà. Et dès qu'on va pouvoir mettre quelques chiffres en face, on va dire, finalement, les IPF vont peut-être perdre 10, 15, 20%. OK, oui, mais peut-être qu'on l'a déjà intégré en partie. Mais c'est largement intégré. Et largement, même. Donc, voilà. Donc, la conclusion, c'est de dire, on y va, il ne faut pas faire all-in tout de suite. Mais clairement, vous avez des sentiments négatifs extrêmement négatif et bear, et il suffit qu'il y ait une petite étincelle qu'on a vu sur l'emploi et ou sur l'ISM, vous savez qu'il est bad news, good news, pour avoir une journée comme aujourd'hui qui reprend 4. Donc c'était hier. Oui, la journée d'hier. Oui, j'entends. Mais voilà. Pour que personne ne fasse la gamme. Aujourd'hui, on respire juste, mais la journée d'hier, effectivement, il s'est passé quelque chose hier avec un rebond de 4% des indices. Nathalie, est-ce que vous partagez l'idée que c'est un bon moment peut-être pour reprendre du risque, ou en tout cas pour réfléchir à reprendre du risque, si on essaye de faire abstraction, encore une fois, de la partie macro qui reste très volatile, des décisions de banque centrale qui sont compliquées à anticiper toujours, il n'y a plus de forward guidance, etc. Ça reste vrai. Mais quand on regarde les marchés un peu froidement, cliniquement, est-ce qu'on a envie d'y revenir ? Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on peut, malgré tout, on ne peut pas regarder aujourd'hui les marchés, même les actions, même en tant que stock pickers, tout ce qu'on veut, sans prendre en compte la macro. Parce que c'est fini ce temps-là, c'est parce qu'il y a eu cette macro et qu'on a eu des banques centrales avec open bar pendant 15 ans, qu'on a pu avoir une telle inflation des actifs, qu'on a pu avoir tel contexte. Donc faire comme si le contexte macro n'existait pas, c'est vrai, il y a 20 ans, on pouvait faire ça. On pouvait analyser des boîtes et se dire, en fait, les small caps, c'est acyclique, c'est très bien quand la conjoncture internationale ne va pas bien, on s'en fout, elles sont immunes parce qu'elles sont sur leurs marchés locaux. Ça, la donne a totalement changé. Aujourd'hui, il n'y a pas une small cap qui soit sur sa niche régionale ou même de son pays. Elles ont toutes des dimensions internationales. Donc la conjoncture macro internationale, elle atteint tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Donc on ne peut pas s'en extraire. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'enseignements. Moi, j'aime bien ces marchés, pas en termes de volatilité, mais en termes d'enseignement. Et on en sort tous, gérants, allocataires, sélectionneurs, avec une autre dimension dans notre approche. Prenez ce qui s'est passé au mois de juillet. Au mois de juillet, en fait, le marché a été en fait sur une hérésie totale qui était j'achète de la récession, j'achète une mauvaise nouvelle. J'achète une mauvaise nouvelle et donc j'achète le pivot. Et donc, en fait, tout était focalisé par rapport à ce fameux pivot de la Fed. Oui. Rien d'autre ne comptait. Et on a eu un rebond des marchés exactement comme on aurait pu avoir quand on a un alignement total des planètes, alors qu'en fait, il n'y avait aucune planète alignée positivement. Aucune. Donc, c'était ça qui était excessif, je trouve. Après la correction qu'on a eue en septembre, et moi, je pense que le discours de Powell a été un vrai déclencheur et c'était volontaire de sa part et c'était bien fait parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont quand même aussi un peu joué. La surenchère de la Russie par rapport à l'Ukraine, il y a d'autres. Mais ce discours de taper fort et de dire notamment, en fait, il voulait calmer les marchés sur ses attentes. Parce que le problème de la volatilité des marchés, c'est qu'on anticipe le pivot et si ce pivot il n'arrive pas, on est déçu. Et donc la volatilité qui est créée sur le marché, qui empêche les banques centrales et les gouvernements d'avoir des vraies politiques de fond qui vont porter leurs fruits, elle est liée à ça. Et donc le fait de marteler, de dire je veux de la récession, je veux du chômage, et en fait on agira tant qu'on n'aura pas ça, et ça ne s'obtient pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il dit ça après déjà 300 points de base de taux. Oui. Il dit pas ça au début du cycle. Il dit ça alors qu'ils sont déjà bien entrés dedans. Oui, mais alors qu'ils sont déjà bien trompés. Et c'est quoi le risque du mois d'octobre ? Qu'on répète ce mirage du mois de juillet ? Exactement. Si vous prenez en fait un peu alors on a eu 3 séances sur octobre, donc et du technique. Déjà quand on est dans des marchés très très baissiers, et on est dans les marchés, dans un bear market avec des rebonds, il y a toujours de la vol et des phases de rebond. Donc les rebonds qu'on a eus dans le début de semaine, ils sont tout à fait logiques par rapport au marché qu'on est. Il faut prendre des pauses. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la tendance qui s'est inversée ? Non, on n'est pas en mars 2009. On n'est pas sur cette... On n'y est pas encore. On ne saura qu'après, de toute façon. Et puis c'est normal. C'est pas le 9 mars 2009 qu'on savait que c'était la fin du bear market. Si on pointe tout ce qui va mal ou tout ce qui a justifié cette baisse, qu'est-ce qui a changé ou qui a changé pour les 3 prochains mois ? Sur le long terme, rien de positif.
La seule bonne nouvelle, je trouve, elle est au niveau des attentes de résultats des entreprises et pas celle de 2022, parce que 2022, on s'en fiche, c'est déjà hier. Hein. En fait, c'est 2023. Et on va regarder ce qui est attendu sur 2023, c'est que c'est un indicateur que j'aime bien regarder parce qu'à la base, on achète sur les marchés une capacité des entreprises à dégager des bénéfices et à dégager des bénéfices avec une rentabilité supérieure à celle des taux d'intérêt. Et quand on regarde les attentes de résultats sur 2023, eh bien, moi, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas vu ça. Le consensus, c'est à peu près 3%. Oui. D'habitude, c'est plus 10. Voilà. Je sais, moi, j'ai connu que ça. Voilà. J'ai connu que ça, les plus 10 de début d'année. En fait, ça y est, les analystes, tout ça, ont vraiment intégré, les entreprises aussi. Sauf que là, le risque, c'est que ça, on termine à moins 10. Oui, c'est ce que les gens pensent. Oui. Qu'on parte de 10 et qu'on termine à 0, qu'on parte de 0 et qu'on termine à moins 10. Non, parce que je pense que là, ce que les marchés jouent, c'est pas tant, encore une fois, cette hausse de BPA ou la pente, c'est le dénominateur, c'est à quel niveau vont être les taux et donc quel va être le multiple que je vais pouvoir appliquer. Et c'est là-dessus, en fait, qui crée cette volatilité, parce que vous avez entièrement raison. Quand vous regardez les valos, notamment en Europe, on est au tapis. Mais si vous écoutez des gérants small cap, vous leur posez la question déjà au mois de mars, ils disaient il y a des opportunités. Non mais et des gérants high yield aussi, mais parce qu'ils avaient sur le fond ils avaient raison. Le problème c'est quand on est dans un bear market, la valo elle fait pas tampon, au contraire la valo elle fait peur. Donc on revient toujours aux banques centrales. Tant qu'on n'a pas stabilisé le niveau des taux longs, des taux de discount et qu'on n'a pas donc stabilisé la normalisation monétaire. Ouais. Il y aura la volatilité qu'on connaît ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui est sain. Oui, bien sûr, voilà, c'est un marché vivant pour le coup. Un marché vivant, et il faudra, à mon avis, plus qu'un ou deux signaux pour qu'on puisse réellement se dire la tendance. Je reviens sur votre point de banque centrale, parce que le cas britannique est intéressant. J'ai lu beaucoup de commentaires, même de gérants ou d'investisseurs. Ah, la Banque d'Angleterre refait du QI. Et évidemment, quand on dit ça comme ça, on se dit, vous voyez, les banques centrales, elles butent sur leur normalisation, elles vont finalement s'arrêter et ne pas faire ce qu'elles disent qu'elles vont faire, etc. Sauf que c'est pas du QI. Déjà, aujourd'hui, la BOE n'a plus eu besoin d'acheter sur le marché britannique. Ils auront sans doute pas besoin de déployer 65 milliards de pounds. Peut-être que ça a été déjà réglé en 3 jours avec 3 milliards de pounds. Et que la parole est performative. Voilà. Il n'y a pas besoin. Mais par contre, le 3 novembre, moi je comprends qu'ils vont monter les taux. Et qu'ils vont le monter peut-être plus que 50 points de base, parce que 50 points de base délivrés la dernière fois, c'était peut-être ça qui a fait peur au marché aussi d'une certaine manière. Dans un cadre de mimétisme généralisé, celui qui n'adopte pas la position mimétique paraît, donc sort du rang. Mais en réalité, dans des pays comme l'Angleterre, etc., normalement, on voit bien que c'est une politique monétaire doit être cohérente avec la situation économique et cohérente avec la situation budgétaire. On voit bien que ça ne l'est pas. Non. Et ça ne l'est pas parce que la Fed le fait, que tout le monde a ce mimétisme-là. Donc la BOE ne refait pas de QI. Si elle doit être cohérente. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui a été l'élément positif entre guillemets qu'on pouvait interpréter. C'est juste de dire attention, on n'a pas les moyens en réalité. C'est-à-dire que ça va sauter c'est un peu l'histoire du Crédit Suisse. C'est-à-dire que les gens font une analogie en se disant il faut qu'il y ait un Lehman, il faut que ça explose, etc. Or la situation du Crédit Suisse n'est pas du tout la même situation que Lehman il y a 15 ans. Ils sont à des années-lumière d'une faillite. C'est ce qu'on a dit hier avec les spécialistes d'Axiom. C'est Axiom qui nous l'a dit. Le pratiquer. Donc voilà, on est dans quelque chose où en réalité, finalement, c'est le marché baissier qui introduit comme ça ce sentiment-là. Sur l'Angleterre, c'était juste ça, c'était ce sentiment-là. Ouais. Mais c'est pas un pivot, c'est pas un revirement de politique monétaire. On a un rôle de pompier qu'on assume, mais on a aussi un rôle de capitaine de navire, et de ce point de vue-là, on garde le cap. Moi, c'est ce que je comprends. Et puis surtout, quand on dit on est prêt à provoquer l'inflation, des drames, etc., c'est quand même pas le but du jeu. Si on le dit, c'est qu'on veut que la parole soit performative pour être entendue, etc. Donc je ne pense pas que là, les marchés vont s'amuser. Parce que si les marchés, ce que je ne crois pas, refaisaient le coup de juillet-août, entre parenthèses, je pense que juillet-août, on était aussi, il y a toujours un point de focalisation différent du marché, on était dans les bons résultats. Il y avait eu un débat avant les publications du T2, et comme finalement les analystes avaient eu raison au détriment plutôt des économistes, le marché s'était concentré là-dessus. Et tout le monde se disait, à la rentrée, on va reparler du gaz, etc. Et là, ça sera un peu plus grave et sérieux. Le marché avait rebaissé. Mais non, je pense qu'amplement, tout ça, c'est un moyen de... Si la Fed veut tellement parler de tout ça, c'est parce qu'il y a un vrai sujet qui est le financement des États à long terme. Et c'était dit pendant quelques années. Et aujourd'hui, ça a totalement été mis à l'écart. Et l'histoire de la Grande-Bretagne permet de rappeler qu'on est peut-être dans une situation où on ne peut pas
normaliser autant que on le. C'est-à-dire autant la Banque centrale le voudrait. entre les banques centrales et les États, je ne sais pas qui sortira gagnant du bras de fer, parce que moi j'entends le discours des banques centrales, Christine Lagarde ou d'autres, aux États, attention, hein, politique budgétaire open bar, c'est fini. Oui. Vous avez le droit de cibler, vous avez le droit de calibrer vos interventions budgétaires sur des parties de la population, ça c'est normal, mais ce que fait l'Allemagne, mettre 300 milliards, s'ils ont déjà mis 100 et ils mettent 200 en plus jusqu'à 2024 de bouclier tarifaire, l'Allemagne peut se le permettre, personne d'autre peut se le permettre en Europe. Bon, et les banques centrales jouent aussi un jeu curieux. C'est-à-dire que quand il y avait par exemple le discours de Jackson Hole, qui s'était manifesté par la brièveté du discours 8 minutes. de 8 minutes. Bon, derrière, il y avait eu tout un débat académique qui tendait à prouver que, finalement, le fait qu'il y ait une politique budgétaire, par exemple américaine, un peu plus laxiste sur le fait des remboursements de prêts étudiants, c'est ça qui était grave, et c'était pas le fait qu'ils aient inondé la planète de liquidités pendant des années. D'accord. Je veux bien être théoricien, mais c'est contestable aussi. Oui, bien sûr. Donné. Donc, voilà. L'erreur, ils l'ont corrigé. C'est moins 8 points de déficit quand même d'une année sur l'autre. Oui, mais in fine, le politique domine quand même, et les banques centrales, elles peuvent pas. Mais le discours que tout le monde donc la trouve très fiscale bien. dominance continue. Oui, mais pour dire les choses. Hein, oui. Et puis le discours de Powell que tout le monde trouve remarquable, je veux dire, il peut être dangereux aussi. Je veux dire, quel mandat il a pour je veux dire, planter l'économie, etc. Je veux dire, il faut faire attention. Et le but final, je le dis, c'est le financement des États. C'est-à-dire que c'est la crise financière et le financement des États, c'est la mère de tout. Et l'inflation est un poison lent. Il y a un poison rapide et un poison lent. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... Et si on n'était plus dans la fiscale dominance ? Et si les banques centrales voulaient casser, effectivement... Alors, on peine à en sortir. Elles le veulent. C'est compliqué. Ben oui, mais... Elles le veulent. Et donc, qu'est-ce que ça crée quand même comme tension entre les banques centrales et les États ? Jusqu'où on va comme ça ? Elles veulent casser l'anticipation, elles veulent casser l'ancrage psychologique. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas qu'il y ait des hausses de salaire, que les entreprises augmentent trop leurs prix, etc. Elles veulent casser ça. Ouais, après, c'est bien beau qu'elles le veulent, mais on voit bien que dès qu'il y a un chiffre d'emploi qui est un peu plus favorable, et c'est quand même, on est en train de voir noir sur blanc que le taux de chômage va monter dans les prochains mois aux États-Unis, c'est quasiment certain. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas parce qu'on a eu cette dichotomie, mais on voit que dès qu'il y a une petite bonne nouvelle, tout de suite, on reparle de ce fameux pivot. Donc bonne nouvelle, c'est-à-dire le chômage qui monte ? Oui, le chômage qui monte. D'accord. Donc, parce que le président de la Fed Fed l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Hein, non, on a vu dans les chiffres Jolts qui était la première fois, pour la première fois depuis très longtemps. Baisse un peu. Oui, quand même 1 million de moins. Oui, la demande baisse un peu. Donc on verra, mais ça va être mécanique avec la demande, l'immobilier qui rebaisse, tout ça. Ça va être mécanique de revoir d'ici quelques mois. Et tout ça devrait normalement correspondre aussi avec une inflation qui se calme. C'est vrai que le dernier mois, on a été tous douchés, nous le premier encore, par ce chiffre qui était encore assez violent. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut remettre du risque, il faut y aller doucement parce que l'inflation va être là encore présente. Les banquiers centraux vont pas non plus refaire open bar, si on l'a bien compris, c'est fini. Mais néanmoins, pour reprendre un peu les arguments ce que disait Nathalie, voilà, moi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas encore à la fin totale du bear market. Parce que c'est vrai que pour être à la fin du bear market, souvent, en tout cas peut-être en Europe sur les valos, on soit le peu, on peut y être. Aux États-Unis, on a 15, on est encore loin. Et surtout, les révisions des bénéfices par action ne sont pas encore complètes. Il y a eu 3% qui attendent le consensus. Mais il y a quand même des grandes maisons comme Goldman Sachs qui attendent déjà moins 10 pour l'Europe pour 2023. Donc ça commence. Vous voyez, on est quand même pas loin. Il ne faut pas oublier que le marché rebondit toujours, 2, 3, 4 mois avant le point bas des bénéfices par action. Donc si le trou, c'est vraiment le T1 l'année prochaine, premier trimestre l'année prochaine, je sais pas, mars-avril, à la fin de l'hiver, vous faites 4 mois, novembre, on y est, on n'y est pas loin. Et donc, moins 10, s'il faut avoir un moins 10 en tête sur les bénéfices des entreprises en Europe en 2023, sur les niveaux de valo actuels, on a la marge de sécurité suffisante pour encaisser une baisse de 10% des bénéfices, là. On fait le PE à quasiment 12, c'est pas énorme. D'accord. Mais c'est vrai que... Donc ça, c'est les premiers aspects. Et c'est vrai que la seule chose qui peut être un peu inquiétante, c'est qu'aux États-Unis, où les bénéfices par action sont beaucoup plus hauts par des années de rachat d'actions qu'ils n'avaient pas forcément eu en Europe, ce qu'on appelle, c'est que quand on regarde la comparaison action par rapport aux obligations, ce qu'on appelle l'equity risk premium, malheureusement, la chute du mois de septembre a été totalement compensée par la hausse de taux. Donc quand vous faites l'equity risk premium, c'est quoi ? C'est donc le taux du S&P, donc l'inverse moins le taux à 10 ans, la prime de risque est toujours autour de 3,5%. Ce qui n'est absolument pas assez suffisante pour dire, tiens, ça y est, on y va à fond sur les US. On gagne plus sur du 2 ans américain aujourd'hui, en termes de rendement. Clairement, et c'est pour ça que
on y va, et en fait, c'est plus quand je dis qu'on remet du risque, et c'est là où c'est très compliqué, parce que le problème, c'est que pendant le QE, pendant des années, les gens ont emprunté de l'argent gratuitement, ils sont allés acheter du Nestlé, du LVMH, des valeurs qui donnaient des fameux rendements, et c'est ça ce qui avait augmenté les PE. Et aujourd'hui, si cet argent sort pour revenir vers les taux, c'est pour ça que ça peut encore faire mal. Donc c'est pour ça que les valeurs qui sont peut-être encore trop chères... Le flux n'est pas encore là. Le flux, en tout cas sur les valeurs trop chères, de trop forte croissance, faut faire attention. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on remet du risque, c'est qu'aujourd'hui, et ça peut paraître bizarre, c'est que limite une valeur cyclique peut devenir peut-être moins risquée qu'une valeur peu risquée. C'est ça ce qui est très... Et vous savez que nous, au sein de chez Gay-Lussac Gestion, on travaille beaucoup en analyse de risque, en vol et en bêta. Et aujourd'hui, pendant notre fonds small cap, une des valeurs les moins risquées en portefeuille, c'est une société qui s'appelle Groupe REIT, qui est une société d'intérim. Donc vous dites, normalement, une société d'intérim, très cyclique, avec un bêta supérieur à 1, c'est une des valeurs les moins risquées, en tout cas en volatilité sur les 6 derniers mois, bien plus que n'importe quelle société ultra récurrente. Parce que la valo est déjà complètement déprimée. Parce que la valo est en même niveau qu'en 2008-2009. Donc en fait, c'est des sociétés, quand il y a des risques off sur le marché, elles ne baissent plus. Et de temps en temps, elles sont complètement décorrélées. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le risque n'est pas forcément là où on le pense. J'entends bien. Oui, on avait la même discussion sur les obligations sans risque souveraines qui ont prouvé quasi terme de cette année 2022 que parfois elles portent plus de risques sur 9 mois que certains marchés actions, par exemple. En matière de stratégie d'investissement, donc je comprends qu'il faut rester prudent de ce point de vue-là. Bon, je ne veux pas qu'on discute de tactique, mais il y a toujours de la prudence à avoir à ce stade. Oui, je pense que de la prudence, mais globalement... Dès qu'on n'a pas de visibilité, il faut avoir de la prudence. Donc on peut imaginer que là, on approche le bout du tunnel sur le côté j'y vois rien par rapport à demain. On en est plus près que... Voilà. Non, mais parce qu'en tout cas, ça a été massivement intégré. Et c'est ça, en fait, le gros changement de septembre, c'est que quelque part, le marché a enfin, ce qui est plutôt positif, intégré l'impact que pourrait avoir... Parce que jusqu'à présent, en fait, il ne regardait pas l'impact, il regardait le changement de nouvelles. Mais il n'intégrait pas l'impact réel, parce que tout ça a forcément un impact sur les résultats. Et pour revenir 2 secondes, parce que ça compte par rapport à la stratégie sur les banques centrales, là où les banques centrales, peut-être, n'ont pas encore ajusté suffisamment leur feuille de route. Il ne faut pas oublier que les banques centrales sont quand même bien conseillées. Et nous, on est des petites gens par rapport à ce que les banques centrales peuvent voir et les outils qu'elles peuvent utiliser. Par contre, c'est vrai qu'elles sont restées sur leurs 2% d'inflation, qui sont les mêmes. J'ai commencé à poser. Il y avait ces 2% d'inflation, c'était la ligne de mire. Or, entre-temps, la donne a changé. C'est comme pour les retraites. La population vieillit. Ça, c'est un fait mondial vieillit. C'est pas que partout. Donc, ça, c'est source d'inflation. On a cette phase vers l'environnement. On protège enfin notre planète. Donc, tout ce qui est transition énergétique, ça coûte de l'argent. C'est de l'investissement. Donc, ça génère de l'inflation. Et pour tout ça, on a besoin de matières premières qui sont rares et donc qui nourrissent aussi l'inflation. Et donc peut-être que, j'en sais rien, je ne suis pas macro, mais que ces 2% d'inflation, c'est ça à quoi se raccrochent les marchés en disant on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'en fait, en réalité, l'inflation à 4 ans, dans 4 ans, ce sera plutôt du 4%, du 3-4%, parce que l'inflation sous-jacente réelle, ça va être ça. Mais il y a une conversation académique sur ce sujet depuis très longtemps. Le problème, quand on engage sa crédibilité, et là je crois que l'enjeu de crédibilité pour les banques centrales, il est quand même très important. Elles jouent leur crédibilité peut-être pour des années, voire des dizaines d'années, dans cette bataille aujourd'hui contre l'inflation, comme elles ne l'ont jamais menée depuis des générations. À partir du moment où vous fondez votre crédibilité sur un objectif qui a été confirmé, rappelé à 2%, je ne vois pas comment... Pendant cette phase de la bataille, vous allez pouvoir changer l'objectif. Peut-être que ça se fera un jour, mais ça ne peut pas se faire maintenant. Oui, mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que là, ça paraît critique par rapport au Banque centrale, mais en fait, c'est juste pour avoir une vision aussi critique de notre point de vue à nous-mêmes. Parce que, quelque part, on dit aux banques centrales, mais comment ça fait que vous ne changez pas votre feuille de route sur Mais globalement, cette inflation, ça fait même pas 1 an qu'on l'a. Depuis 15 ans, 20 ans, avoir une inflation à 2%, je suis bien d'accord. Ça paraissait... Allez imaginer qu'on en a... Une banque centrale, ça ne réagit pas à 3 mois d'inflation ou 6 mois d'inflation. La revue stratégique, c'est tous les 5 ans. Donc, pour revenir juste à la question, après, la parole bien sûr, c'est le positionnement global en termes de risque, il faut qu'il soit sur 2 pattes. Il y a la patte, c'est comme la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, on dit on ne comprend pas comment ils agissent. Ils ont agi, ils ont parlé pour calmer les taux longs.
Ce n'est pas pour autant dire qu'ils vont changer leur politique sur le taux court. Ah non. Pour lutter là, c'est taux court. Oui, oui. Et donc, on se revirement, parce que non, ils agissent pour calmer les taux longs, parce que les taux longs, c'est là-dessus. C'est ça qui leur coûte cher en termes de dette. Donc, on peut tout à fait avoir un discours pour calmer le jeu sur du taux long et continuer à penser qu'il faut quand même qu'ils œuvrent contre l'inflation. Et là, c'est sur le taux court. Deux outils, deux objectifs. Exactement. Et donc, dans notre stratégie aujourd'hui, c'est ça qui est intégré. Maintenant, je pense qu'on va tous intégrer, c'est qu'on a une partie du portefeuille qui a des visions court terme et une partie plus long terme. Et c'est ça qui va peut-être changer un peu, et tant mieux. Mais c'est une autre nouvelle façon d'appréhender le risque. Je comprends. Très intéressant. Jean-Jacques, sur l'objectif d'inflation. Oui, mais pour être compris, il faut un message clair. Si on commence à dire C2, mais il y a des tendances séculaires, il y a des choses qui sont comme avant, la mondialisation, la productivité. Pour l'instant, c'est 2. C'est baissier inflation, mais d'autres trucs sont aussi inflation entre la démographie, la transition énergétique, etc. Ça serait compliqué, donc il faut taper fort pour être clair. Donc ils ont ce message-là. Après, ils auront le temps d'évoluer. Et quand même, la première étape, parce que c'est des débats historiques qui avaient existé, par exemple, quand il y avait eu la crise du pétrole, en disant, mais pourquoi j'interviendrais, puisque c'est un choc externe. Là, tout ce que disaient les banques centrales il y a 2 ans, en disant, c'est transitoire, etc., avait une forme de vérité. Après, ça s'est transformé, etc. Mais il y avait une forme de vérité. Donc là, sur l'inflation, ils tapent fort pour avoir un message clair. Juste pour les mid-cap, tout à l'heure, on a déjà une année où les résultats ont été positifs et il y avait eu une baisse de 25% du marché, une hausse de 15% des résultats. Mais pour les mid-cap qui avaient d'habitude une prime de l'ordre de 15-20% par rapport au large, elle est tombée à 0. Donc je veux dire, il y a eu un double effet. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Je suis assez d'accord. Nous, à court terme, justement, dans un environnement où on joue juste une stabilisation des taux, on pense être encore un peu croissance pendant quelques mois, justement, mais au moment où on anticipera vraiment complètement la récession, etc., quelques mois, je pense qu'on opérera peut-être une rotation vers des valeurs plus cycliques, mais je dirais début d'année prochaine. Pour l'instant... C'est quand on sera dans la récession qu'il faudra revenir pleinement sur ces valeurs pied, cycliques. on n'ose pas aller jusque-là. Parce que quoi ? Parce qu'au moment de la récession, le marché sera déjà dans l'anticipation de la reprise post-récession. Exactement. Là, et que c'est plus les valeurs de croissance qu'il faudra avoir à ce moment-là. Oui, je pense que le pied qu'on remet pour l'instant, on le remet en termes de valeurs de croissance, on le remet sur des obligations convertibles qui elles-mêmes sont investies plutôt sur des valeurs de croissance US, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, on est plutôt dans un environnement, on dit stabilisation, et pour l'instant, le marché va peut-être pas prendre encore ce risque-là. Mais au moment où on tire l'élastique, en effet, entre le spread de valorisation, et peut-être qu'on le jouera à ce moment-là, tout début d'année prochaine ou au tournant de l'année. Mais pour l'instant, on revient plutôt sur ce thème-là. C'est vrai que c'est la question. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie discussion de marché, je trouve. Alors que pendant 10 ans, sur l'inflation, il n'y avait pas de débat, sur les stratégies à avoir, il n'y avait pas de débat. Là, on retrouve une vraie discussion de marché. C'est intéressant d'avoir une maison comme vous, Vega, qui depuis longtemps était plutôt averse au small cap, dire peut-être en début d'année. mais c'est vrai, les cycliques, le risque, il va falloir... Les mythes croissance, on est revenu sur des mythes par définition croissance cette semaine. Ouais, il va falloir à un moment y aller, mais la question, c'est toujours pareil, c'est que si on attend qu'on soit vraiment dans le trou, souvent le marché a déjà rebondi. Donc c'est ça, c'est tout ce travail qui est très difficile à savoir, où est-ce que l'on est. Donc, bon, mais ça veut dire que les dossiers sur lesquels vous revenez aujourd'hui, Louis, c'est un degré de conviction très très important, forcément, pour être sûr de la qualité de ces dossiers, sûr de pouvoir traverser peut-être encore quelques semaines ou quelques mois secoués. Bien sûr, donc ce qui est très important, c'est que toutes ces valeurs-là sont très drivées par la macro, comme on en parlait tout à l'heure. Néanmoins, comme nous, notre travail, comme on sent, le stock picking est un peu compliqué. C'est quand même, quand je parlais de Michelin ou de valeurs comme Trigano, c'est une société, en tout cas Michelin, qui n'a jamais fait de perte. Trigano, ils ont 300 millions de cash net. Voilà, on ne va pas prendre la société hyper endettée, c'est beaucoup trop un risque. Là, on va prendre quelques sociétés dans des secteurs un peu massacrés. Ça peut être un peu l'automobile, l'intérim, quelques sociétés industrielles, ou même une valeur comme Steph. Steph, on sait qu'il y a 2% de leur chiffre d'affaires qui est l'électricité, dans le transport logistique. Pourtant, ils bénéficient des prix de la reine, ils ont mis beaucoup de panneaux photovoltaïques, et le titre s'est fait complètement massacrer. On est sous les fonds propres, sachant qu'ils ont un patrimoine immobilier logistique conséquent qui est complètement amorti, puisqu'ils ont leur propre foncier interne, donc c'est pas en mark-to-market, donc rien que le patrimoine immobilier vaut 2 fois plus que la market cap, et aujourd'hui c'est massacré parce qu'il y a juste eu le titre, ça va être impacté par l'électricité, et comme c'est lié très conso. Mais bon, voilà, donc c'est des choses comme ça, et je sais qu'à chaque fois que ces niveaux de valorisation sont arrivés. La dernière fois, c'était 2008-2012. Et à chaque fois, ces valeurs-là, on rebondit. Ce n'est pas 10, 20, 30%. C'est de temps en temps beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a des niveaux de société. C'est juste un peu divin. Donc c'est intéressant parce que c'est le rebond du mois de juillet
si j'ai bien en tête, il était mené en grande partie par des valeurs de croissance. Il y avait le phénomène de baisse de taux, on croyait au pivot, etc. Et là, c'est le luxe, Hermès, etc. qui sont repartis, qui ont fait 2 fois mieux que le marché. Encore hier, le LVMH et Hermès ont encore fait 2 fois mieux. Non, mais ça veut dire qu'il y a encore des biais qui sont là, quoi. Ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que les biais, ça prend énormément de temps. Il y a eu énormément de flux vers ces valeurs-là où vous pouvez emprunter. Et moi, je dis pas que les valeurs de croissance, on a quelques-unes encore de portefeuille, mais elles ne vont plus surperformer comme pendant toutes les années banque centrale. Quand vous avez eu un peu la crise 2000-2002, c'est pas les valeurs techno qui sont remontées en 2002-2007, c'était plutôt les valeurs cycliques small cap. Rappelez-vous que les small cap, ça fait 5 ans qu'elles sous-performent. Voilà. Et donc là, l'ère 23, je sais pas combien, parce que pour la première fois depuis que l'inflation, on va revenir sur des vrais cycles économiques qu'on n'a pas eu depuis 15 ans, cassés par les banquiers centraux. Donc là, si on repart en vrai cycle économique classique, post-récession, il faut des small cap et des cycliques. Nathalie, pour conclure, non? Non, mais je pense que la conclusion vous non, je vais conclure sur un point qui a été soulevé, qui est intéressant. Je pense que tous les gérants stock pickers, c'est important, qu'il y ait des billets value, small cap ou autres, ils ont tiré profit de ce qu'ils ont appris en 2018. Parce que 2018, on ne se souvient pas, mais ça a duré pas, mais la small cap, tout ce qui était cyclique. Oui. Et en 2020. Et donc, en fait, tous les portefeuilles, et ça, je suis plutôt confiante aujourd'hui là-dessus, ont été retravaillés. Nous, c'est pareil. Sur le côté de se dire, la valorisation, c'est pas suffisant. On veut des bilans sains. On ne veut pas se faire reprendre 2 fois dans les mêmes pièges. Donc, ce qui veut dire que quand on a des gérants qui sont acheteurs, et nous gérons actions, sont aussi acheteurs depuis 3-4 mois, ils sont full invest, ils n'ont pas peur parce que ce qu'ils ont fait en portefeuille, c'est à peu près immune à la conjoncture. Après, il faudra peut-être le temps au marché de le réaliser, mais il faut réaliser exactement que les gérants, ils ont intégré ça et que dans la sélection... On a monté le niveau de jeu. Exactement. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, 4 Points IM, Louis de Fels, Gay Lussac Gestion et Jean-Jacques Friedman, Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous permet de plonger dans le secteur de la santé et de la pharma avec Eric Le Berrigaud, Managing Director chez Stifel. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes analyste spécialiste du secteur de la santé. Alors, effectivement, il y a la période de résultats et des publications d'entreprises qui approchent, mais c'est vrai que dans le sillage de la discussion qu'on avait avec les invités précédents, y compris chez les stock pickers et les analystes financiers, tout le monde a conscience que ce sont les déterminants macro qui ont le plus d'impact aujourd'hui, on va dire, sur la vie des marchés. Prenons peut-être justement quelques-uns de ces grands déterminants macro, que ce soit le niveau des taux, les coûts des matières premières, des intrants, de l'énergie, bien sûr, les pressions salariales, etc. Et essayons de voir ce que ces déterminants macro ont comme impact sur le secteur de la santé aujourd'hui, Eric. Alors, en réalité, probablement beaucoup moins que sur pas mal d'autres industries. Donc sur l'énergie, en faisant un petit tour des labos, on sait que c'est une industrie qui a déjà significativement basculé sur du renouvelable. Donc un labo comme Novo Nordisk nous dit maintenant c'est 100% renouvelable. Un Novartis c'est plutôt encore dans du 30-40, mais enfin c'est déjà significatif. Et pour ce qui reste, c'est des contrats relativement longs. Donc en fait, il n'y a pas d'impact à très court terme. On aura un peu plus sur 2023. On regardera la guidance, mais je ne suis pas très inquiet. Il faudrait vraiment rentrer dans un train de long pour que ça commence à impacter, sachant que l'industrie pharma, globalement, le cost of goods, c'est une vingtaine de % du chiffre d'affaires. Donc on prend une fraction de ces 20%, c'est forcément beaucoup moins que la plupart des industries. La partie salaire, là aussi on avait pu entendre, par exemple, sur Glaxo, qu'il y avait des mouvements un petit peu sociaux, quelques syndicats qui s'énervaient un peu. Je me demandais si ça pouvait faire contagion. En fait, ça a été endormi assez rapidement et ils nous disent c'est des discussions très classiques qu'on peut avoir comme chaque année. Il n'y a pas de salaire très très bas, donc ils sont sur des minima où ça pourrait poser des problèmes de relèvement automatique. Donc pas vraiment de sujet non plus. Taux d'intérêt, alors là, il y a une vraie dichotomie. Si on prend le marché de la santé au sens large, on voit bien qu'il y a la biotech d'un côté et la pharma de l'autre. Donc la biotech, j'en parle pas, c'est pas le sujet de ce soir, mais là, il y a une vraie crispation. Mais pharma, génération de cash flow intacte depuis pas mal d'années, indépendamment des contextes macro ou même des falaises brevetaires ou ce genre de choses. Donc pas de sujet, plutôt de l'excess cash et de savoir comment on l'investit plutôt que l'inverse. Alors
L'impact taux d'intérêt, il est un petit peu sur les WACC, donc là, ça peut jouer un petit peu. Là, on a eu par exemple chez Stifel une recommandation interne au bureau d'études pour dire réanalyser un petit peu les taux sans risque que vous utilisez dans vos méthodes d'actualisation. On vous incite quand même plutôt à remonter un petit peu dans... Voilà. Et donc, faisant ça, les valeurs de croissance sont un petit peu plus impactées. Donc, un Novo, un Astra, ça joue forcément un petit peu. Bon, voilà, je dirais c'est ça principalement. Après, on est touché par ricochet plutôt sur des sujets d'allocation d'actifs et de savoir vers quel type de secteur on va. Mais sur ces conditions macro, c'est pas des game changers ou des sources de disruption pour le business et pour l'activité de ces grands laboratoires? Non. D'accord. La question d'échange va même être peut-être une question positive Alors, en fait, si on prend les 6 gros labos européens, on a en fait des situations très différentes parce qu'en fait, on a donc 2 Anglais dont l'un consolide en livres, rapporte en livres, cote en livres, l'un rapporte en dollars, cote en livres. Voilà, plus compliqué. Et 2 Suisses dont l'un rapporte en dollars, cote en francs suisses, et l'autre rapporte en francs suisses, cote en francs suisses. Et puis un Danois, un Européen. Donc en fait, selon où on se situe, Glaxo a évidemment un énorme effet change positif. Sanofi... Donc il rapporte en livres et cote en livres, Glaxo, c'est ça, voilà. Alors après, donc, ils prennent l'effet dollar à plein. Oui, alors après, le sujet, ça dépend aussi à qui on s'adresse. C'est-à-dire, si on s'adresse à un gérant de fonds basé en Europe, alors est-ce qu'il a la capacité à se couvrir ou pas? En fait, tout ce qu'il peut faire sur le gain, je regardais Astra, c'est la meilleure performance du secteur depuis le début de l'année. Si on prend sa performance en monnaie locale, si on regarde l'équivalent ADR aux États-Unis, en fait, on a un écart de plus 13 à moins 6. Voilà. Bon, voilà. Donc, tout dépend. Donc, hier, j'étais à Londres, on s'adresse à un gérant UK. Pour un fonds UK, ça fait du sens, certainement, de faire des valeurs UK. Quelqu'un en dehors, plus compliqué. Donc là, l'échange, oui, ça, c'est un sujet particulier. Au-delà de l'effet reporting, il y a à plusieurs niveaux, mais ça joue un peu dans tous les sens au-delà de notre panier de valeurs. Pour les investisseurs, c'est une question fondamentale. Et beaucoup des performances ont été faites à travers les mouvements de change cette année. Si on dit un mot quand même des résultats fondamentaux qui vont être publiés, ils vont être bons, même peut-être très bons. Le Q3, a priori, oui, il n'y aura pas de mauvaise surprise a priori. On sera sur les guidance. On a eu quelques remontées. Sanofi en milieu d'année, Novo Nordisk déjà 2 fois. Les autres sont plutôt en ligne avec ce qu'ils avaient dit. Glaxo a remonté aussi une fois. Donc, est-ce qu'au 3e trimestre, on peut avoir un dernier élément? En fait, ça va certainement dépendre. Et ça fera peut-être le lien avec un sujet qu'on doit aborder, qui est quand même le sujet de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est est-ce qu'il y a des premiers effets des toutes premières mesures de réforme de santé aux États-Unis, et notamment du cap de hausse des prix capé sur l'inflation. Et je sais qu'il y a au moins une société qui m'a dit ça aura un impact chez nous dès 2022. Donc en fait rétroactivement sur l'ensemble de l'exercice. Donc des mesures. Alors je vous laisse nous expliquer effectivement ce qui se passe parce que c'est un sujet permanent de la réforme de la santé, prix des médicaments aux États-Unis tous les 2 ans avec les élections de mi-mandat ou les élections présidentielles, on y a droit. J'ai vu que certaines mesures avaient été passées dans l'Inflation Reduction Act, c'est ça? C'est ça. De quoi il s'agit cette fois? Quelles sont la discussion et quelles sont déjà les choses qui ont été actées de ce point de vue-là aux États-Unis? Alors, cette partie-là, c'était la plus simple. Basiquement, pas d'augmentation du prix des médicaments au-delà de l'inflation. Bon. Alors, dans une année comme celle-ci, on se dit pas un grand sujet a priori, ça laisse quand même un petit peu de latitude. Alors après, il y a toujours la complexité du système de santé américain, c'est de quel prix on parle. Et donc il y a les prix de liste, et puis il y a les prix nets après rabais et ristourne fait de tous les middlemen, comme on les appelle. Ce dont on parle là, a priori, c'est le prix de liste. Donc, les catalogues, quoi. Voilà. D'accord. Bon, et ça, on sait que ces prix-là, ils augmentent de manière un petit peu artificielle, mais en net, l'industrie rapporte quasiment plus d'effets nets positifs sur les prix. L'essentiel de ces hausses, c'est des volumes et du mix. Voilà, il n'y a plus d'effet prix dans la pharma depuis un certain temps, sauf exception. Le problème, c'est que si on capte le prix catalogue, tout dépend de ce qui se passe en dessous. Est-ce que les middlemen deviennent aussi plus raisonnables et demandent un peu moins de rabais et de remise, ou est-ce que les niveaux de rabais et de remise sont eux soumis à une hausse relativement libre? Et ça peut déterminer à ce moment-là un prix net négatif dans lequel pourrait rentrer l'industrie. Donc
à suivre. Encore une fois, pas un sujet quand l'inflation est élevée. Non, bien sûr. Et si on revient Quand elle sur se des normalise, années... bien sûr. voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, le fait qu'il y ait au moins déjà un labo qui me dise, même cette année... ça nous impacte. Alors, je peux le mentionner, c'est Novo Nordisk, en l'occurrence, qui est dans une situation un peu particulière parce qu'un produit, une classe est très prépondérante sur l'ensemble de son portefeuille. Je doute que ça arrive à d'autres. Mais voilà, ça veut dire que cet impact, il est déjà concret et immédiat. Voilà. Alors, ils sont empressés de rajouter, ça ne nous fait pas sortir de notre guidance, ce qui veut dire qu'ils ont un petit matelas. Et voilà. Donc ça, c'est acté et mis en place tout de suite. Et après, il y a deux effets. Alors, comme vous disiez, c'est à la fois un sujet récurrent, mais de temps en temps, il disparaît un peu. On a envie de se rassurer en disant c'est sujet de réforme, on en parle tout le temps, mais rien ne se passe. Et là, je dois dire qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça vienne maintenant, parce qu'on a quand même un contexte macro justement un peu compliqué, une récession qui se pointe, une guerre. Enfin il y a quand même quelque chose qui aurait pu deux, trois choses comme ça qui auraient pu nous laisser à penser que c'était pas un sujet qui allait être forcément abordé maintenant avec les élections mi-mandat à venir. Et là, on rentre dans quelque chose, il y a un vrai volontarisme d'avancer. Et donc, on va avancer notamment avec les plans fédéraux, donc Medicare en particulier, qui est le plan pour les personnes âgées. C'est grosso modo une 32% du marché américain. Et pour faire simple, c'est de dire on va donner à un acheteur unique, qu'on va appeler une espèce d'administration centrale du système Medicare. Aujourd'hui, Medicare, il est en fait donné en sous-gestion aux différents assureurs. Et donc, il y a autant de plans Medicare qu'il y a d'assureurs. Et donc, l'ensemble est relativement éclaté. Là, l'idée, ce serait de dire un acheteur unique avec 30% de poids va se mettre en face de l'industrie pour négocier les prix. Bon, alors, on comprend bien que le sens... Le groupon du médicament, quoi. En quelque sorte. Alors... On parle de démarrer pas avant quelques années, d'abord par 10-12 médicaments, on va les choisir en fonction du poids qu'ils ont évidemment dans les budgets de santé, donc l'industrie va avoir le temps de s'y préparer, mais voilà, ça introduit quand même un sens à l'histoire. Alors c'est débattu, on est quand même en train d'installer du coup un prix... Un prix d'État, on n'est plus sur un libre arbitrage entre l'offre et la demande, mais sur des prix fixes. Bon, ça crée un précédent dans une industrie, ça ne fait pas l'unanimité. Donc est-ce que ça ira au bout? En tout cas, le draft, il est quand même très clair en ce sens-là. Et donc ça met un petit peu de stress dans le secteur. C'est ce qui explique au troisième trimestre qu'on a un peu rendu la surperformance de début d'année. Donc c'est pour ça aussi que le secteur n'a pas pleinement joué son rôle défensif dans ce contexte. Effectivement, ça avait bien fonctionné jusqu'à l'été. Le mois de septembre a été délétère également pour le secteur de la santé. Un mot des valorisations qu'on trouve là dans ce secteur et à travers les grands labos que vous suivez, Eric, c'est à peu près un tir groupé ou est-ce que c'est déjà quelque chose de très dispersé? La dispersion devient une règle générale dans ces marchés. C'est très dispersé. C'est vrai pour les PE, mais on parle souvent du PEG et j'aimerais bien c'est vrai, vous aviez eu la volonté de remettre le PEG sur le devant de la scène. Donc combien je paye ma croissance, mon point de croissance? Exactement. Donc PEG moyen 1,7, ça veut dire qu'on a perdu un demi-point. Grosso modo, en un an. Et le spread, il va sur 6 valeurs seulement, entre 0,9 et 2,8. Donc très éclaté. Et si on revient au PE, on a maintenant sur les 6 valeurs, 2 valeurs à PE inférieur à 10 sur l'année prochaine. Value, quoi. Oui. Voilà. Alors, j'entendais le débat aussi précédemment. Est-ce que la valo est un élément suffisant? Est-ce qu'avoir un PE de 9, ça suffit à y aller? Probablement pas. Non, mais c'est une petite lumière qui s'est affichée quelque part. Voilà, c'est ça. Bon, et donc, ceux qui sont en dessous de 10, c'est Sanofi. Une des deux étant Sanofi, effectivement. Oui. Gros coup dur pour Sanofi au cours du mois d'août, effectivement, avec un gros retracement du cours de bourse. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur le secteur de la santé, Eric. On suivra les résultats des grands labos dans les prochains jours, avec cette dispersion également en termes de valorisation qui s'observe au sein du secteur et au sein des 6 grandes valeurs que vous suivez chez Stifel. Eric Le Berrigaud, Managing Director chez Stifel, était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.